Bonjour à toutes. C'est une grande joie d'être là avec mes collègues et amis Tetsushi Saito et Isabelle Konuma. Nous sommes très reconnaissantes à vous de nous permettre de venir vous présenter cet ouvrage que je remontre au public. Comme vous le voyez, c'est un gros pavé. C'est vrai que en relisant les épreuves, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, qu'on puisse parler pendant 500 pages des LGBT. C'était en soi une gageure surtout en France et au Japon où cette thématique est délicate. Merci beaucoup aux personnes qui ont rendu possible cet événement de l'INALCO et puis à tous nos partenaires qui ont soutenu l'Université Todai, le CERCRID et nos collègues de l'ENS de Lyon, de l'IAO. Donc, pour moi, l'objectif ce matin, c'est d'essayer de vous donner un petit condensé en une petite trentaine de minutes de l'ensemble des contributions de cet ouvrage, euh, en vous permettant ensuite, en fonction des thèmes qui vous auront intéressé, d'y regarder de plus près. Je ne sais pas si l'ouvrage est déjà à la bibliothèque, mais si d'aventure certains d'entre vous n'arrivent pas à se procurer les textes, n'hésitez pas à écrire à Isabelle et on vous enverra les textes qui vous intéressent. Alors, sur le titre, droits humains des minorités sexuées, sexuelles et genrées, comme l'a relevé dans son avant-propos le professeur Julien Boudon, ce titre est un petit peu original. Droits humains, c'est une appellation peut-être qui vous est familière, mais sachez que chez les juristes, on est sur droits de l'homme. Pourquoi droits humains plutôt que droits de l'homme? Plusieurs raisons, avance notre collègue Julien Boudon. Une première, c'est de souligner que vraiment ces êtres sont des êtres humains. On pourrait parfois en douter, et Judith Butler le souligne souvent lorsqu'elle parle de la hiérarchisation des vies. Oui, ces êtres sont vraiment des êtres humains, et à ce titre, ils doivent avoir les droits basiques de tout être humain, et notamment le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à l'égalité. Parce que lorsqu'on leur nie leurs droits humains, c'est aussi leur humanité que l'on nie. Donc mettre droit humain plutôt que droit de l'homme, c'était une bonne raison pour cela. La deuxième, évidemment, c'est qu'on va parler d'individus qui contestent justement la généricité du masculin, d'individus qui peuvent parfois contester la capacité du genre masculin dans la grammaire à être un neutre, donc hors de question de parler de droit de l'homme. Ça, c'est pour droit humain. Et puis Julien Boudon relève dans sa préface également le terme de minorité. Parler de minorité, c'est vrai que lorsqu'il est question de LGBT, on parle pas toujours, on met pas toujours la focale sur l'aspect minoritaire, ou bien celles et ceux qui la mettent sont parfois à l'extrême droite pour mettre en évidence la tyrannie de la minorité qui viendrait obliger la majorité à changer toutes ces règles. Mais le terme de minorité, il est pourtant, je veux dire, en droit, il existe depuis le 19e siècle, lors des guerres européennes. Il était question de la protection des minorités. Il y a un traité de Versailles qu'on appelle le traité des minorités et qui s'occupe de régler la répartition des minorités à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, comme on l'a expliqué ensuite dans notre introduction de l'ouvrage avec le professeur Tetsushi Saito, on a trouvé intéressant de parler de minorités sexuées, sexuelles et genrées pour mieux mettre en lumière la triple composante qui, à mon avis, mérite d'être mieux pensée dans l'acronyme LGBTQIA+, puisque il y a des individus qui sont discriminés en raison de leur sexualité, minorité sexuelle. Il y a des individus qui sont discriminés en raison de leur identité ou expression de genre. Ce sont les personnes transgenres, non-binaires ou à genre. Et puis enfin, il y a des minorités qui sont discriminées en raison de leur sexuation, de leurs caractéristiques sexuées, minorités sexuées. Et tous ces groupes n'ont pas exactement les mêmes problèmes. Il peut même y avoir des tensions entre ces groupes. Ce qu'on ne perçoit pas forcément bien si on met tout le monde sous l'acronyme LGBTQIA+, il y a une sorte d'écrasement de cette diversité. Et par ailleurs, c'est un acronyme qui a été forgé dans un contexte nord-américain, de sorte que si on a une visée un petit peu universaliste ou globalisante, il n'est pas forcément extrêmement pertinent d'utiliser cet acronyme qui, par ailleurs, invisibilise un certain nombre de groupes. C'est le rôle du plus, QIA+. Il y a certaines personnes que l'on n'entend pas non-binaires ou n'entendez pas non-binaires dans ce cycle. Alors que parler de minorité, sans leur donner forcément un nom, indiquer simplement d'où vient le processus de minorisation, me paraît intéressant du point de vue scientifique. Donc c'est pour ça qu'avec le professeur Saito, on est parti sur cet intitulé-là. Alors pourquoi comparer la France et le Japon? Eh bien parce que ce sont des pays qui économiquement sont à peu près au même niveau de développement,
troisième et sixième niveau de PIB mondial, si ma mémoire est bonne, et qui pourtant ont des traditions très différentes, culturelles, religieuses, de sorte que l'appréhension des droits humains de ces minorités ne se pose pas dans les mêmes termes et permet de mieux mettre en lumière par la comparaison les spécificités du Japon, mais aussi de la France. Alors l'ouvrage commence par un certain nombre de propos historiques et philosophiques pour situer un petit peu le contenu. Dans la contribution historique que l'on a faite avec le professeur Dimitri Van Overbeek et son étudiante Ante Herveyers, on s'est posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui le Japon paraît, entre guillemets, en décalage par rapport à ce que l'on observe en France. Pourquoi y a-t-il cette différence de temporalité, ces résistances, d'où viennent-elles? Et on a essayé d'identifier la cause de ce décalage d'à peu près une vingtaine d'années. C'est-à-dire quand on regarde les premiers textes qui commencent à appréhender la question des droits des personnes à l'époque LGB sous une approche de droits humains, en France, c'est à peu près les années 80. Les années 80, ça correspond à une décision très importante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Dudgeon contre le Royaume-Uni, à propos de la pénalisation des relations entre personnes de même sexe. Et c'est à ce moment-là à peu près où en France s'enclenche la machine de protection via les droits humains. Au Japon, il faut attendre plutôt les années 2000. Donc il y a une vingtaine d'années de différence. Pourquoi cela? Alors la première raison qu'on a identifiée avec Dimitri Van Overbeek et Ante Herveyers, c'était un petit peu l'état des droits, les mécanismes de protection des droits humains qui existent en France et au Japon. En France, vous le savez, on a, enfin vous le savez, peut-être que vous le savez, on a un système de protection des droits humains qui n'est pas que national. Il y a une sorte de supervision internationale par des juridictions, et en particulier par la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette juridiction, vous en entendez peut-être parfois parler dans les médias, elle joue un rôle vraiment important pour toute une série de questions relatives aux minorités. Au Japon, il n'y a pas du tout cette structure-là. Il y a une supervision par les Nations Unies, comme c'est le cas pour la France, mais dans les Nations Unies, il n'y a pas d'organes qui sont en mesure de condamner, par exemple, le Japon parce qu'il aurait violé tel ou tel droit. Donc la dynamique, elle est que nationale. Et ça fait que parfois, le niveau de critique sur le droit local ne va pas être moindre si c'est une instance interne ou externe qui porte ce regard critique. Première raison. Deuxième raison, c'est que le traitement réservé aux MISEG, aux minorités sexuelles et genrées, il a été pendant longtemps en France et plus généralement en Europe extrêmement dur, extrêmement rigoureux, en raison du discours de la religion dominante dans les pays européens, la religion catholique. Alors, il ne faut pas penser que la religion catholique serait intrinsèquement homophobe, transphobe ou non-binaire-phobe. C'est quelque chose qui se construit à partir du IIIe siècle, quand on réinterprète le mythe de Sodome et Gomorrhe, qui est au début un mythe pour lutter contre la xénophobie, et qui devient au IIIe siècle un mythe pour créer de l'homophobie. Je ne reviens pas sur ces détails-là. Mais en tout cas, il y a une tradition religieuse de presque 2 millénaires d'assimilation des homosexuels à des chiens. On a des paroles très dures de Chrysostome ou Saint-Augustin à l'encontre des personnes homosexuelles. Au Japon, on n'a pas ces discours-là. Il y a une tolérance qui existe, il ne faut pas non plus dire une homophilie, ce serait sans doute exagéré, mais il y a une tolérance beaucoup plus grande. Ce qui fait que lorsque les personnes LGBT commencent à voir apparaître un discours pro-droits humains, ces personnes sont beaucoup plus enclines à se structurer, à se fédérer, en raison d'une oppression commune très forte en France, qu'elles ne le sont au Japon. Et donc, si vous vous regroupez, si vous vous fédérez, vous êtes plus fort, vous pesez plus fort dans le débat politique, et vous arrivez à faire avancer davantage votre agenda politique. Alors qu'au Japon, parce que d'une certaine manière, il y a une moindre oppression, il y a aussi une moindre réaction. Et donc, il nous a semblé que c'était un deuxième facteur explicatif de ce décalage. Mais on peut bien sûr le discuter. La troisième raison, elle est de nature non plus religieuse, non plus juridique, mais elle est de nature politique. Elle tient à la structuration de la vie politique japonaise par rapport à la vie française. Dans la vie française, il y a une alternance assez fréquente entre la droite et la gauche, voire le centre, le ni droite ni gauche, le en même temps. Dans la vie politique japonaise, ces alternances sont beaucoup plus rares, avec un parti, je crois en français on dit PLD, qui est dominant sur la vie politique. Or, en France, ce qu'on constate, c'est qu'un grand nombre de réformes pour les minorités sexuelles et genrées sont faites pendant ces périodes d'alternance où la gauche arrive au pouvoir. Ça ne veut pas dire que la droite ne fait rien, mais les sauts quantitatifs importants sont faits plutôt pendant les périodes d'alternance. Donc tout ça, ce sont des raisons qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que du point de vue historique, les choses apparaissent d'abord en France avant d'apparaître ensuite au Japon.
Un objectif secondaire de cette introduction, c'était de montrer comment il y avait quand même une circulation entre la France et le Japon, et comment est-ce que un certain nombre d'événements qui avaient lieu en France ou au Japon, qui avaient lieu en France, pardon, pouvaient avoir une répercussion sur le Japon. Et donc, on a identifié quelques décisions de la Cour suprême du Japon qui peuvent citer, par exemple, des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme à propos des personnes trans. De même, il est intéressant de remarquer que l'ouverture qu'a faite le Japon en 2013 en disant nous allons reconnaître certains des mariages faits à l'étranger, des mariages entre personnes de sexe, c'est directement lié à ce qui s'est passé en France avec l'ouverture de la loi du mariage aux personnes de même sexe en 2013. Donc, il y a une circulation aussi qui se fait, et le Japon est intéressé, pour des raisons économiques aussi, à avoir une certaine adhésion sur les valeurs, d'où ce lien et cette pertinence de la comparaison entre les droits français, européens et japonais. Alors, après cette introduction historique, l'ouvrage poursuit avec des textes davantage philosophiques pour présenter certaines manières d'appréhender ces luttes du côté japonais et du côté français. Du côté japonais, c'est notre collègue Takayuki Kira, dans son texte intitulé « Deux féminismes et les droits humains au Japon », qui retrace l'histoire des féminismes au Japon et de ces différentes vagues, en montrant également bien les influences, mais cette fois moins européennes que anglo-saxonnes. Et il explique comment ces différents féminismes ont pu approcher la question des droits des minorités sexuées, sexuelles et genrées. Et pour lui, le féminisme juridique, c'est comme cela qu'il l'appelle, qui est le premier féminisme, qui est un féminisme axé sur l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, n'a pas vraiment cherché l'inclusion des minorités sexuées, sexuelles et genrées. C'est l'apparition d'un deuxième féminisme qu'il appelle le féminisme sociologique, parce que nourri surtout de propos de sociologues. C'est ce deuxième féminisme qui, pour lui, je le cite, s'intéresse à tout l'ordre de signification lié au genre et à la sexualité. Fin de citation. Et donc, c'est lui qui, davantage, est favorable à la prise en compte des droits des minorités sexuées, sexuelles et genrées. Cependant, Takayuki Kira note que par rapport au premier féminisme, qui travaille un peu plus avec les autorités, qui est dans une logique de transformation, ce deuxième féminisme, pour lui, il est davantage contestataire, il se présente davantage en opposition par rapport aux institutions japonaises, et donc l'intégration des propositions qui peuvent être faites ou des critiques est beaucoup plus complexe. Et ça, on peut le relier en partie à l'une des philosophes qui est importante dans ce courant, qui est Judith Butler. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les travaux de Judith Butler, ou vous l'avez déjà entendu, mais il y a chez Judith Butler un certain pessimisme vis-à-vis du droit, c'est-à-dire un doute quant à la capacité du droit à faire en sorte que les choses aillent mieux. Alors, quand on est dans une perspective états-unienne, ça se comprend, parce qu'effectivement, avec la Cour suprême des États-Unis, les choses ne sont pas très roses, surtout ces derniers temps avec les droits des minorités. Mais si on regarde comment les choses se sont passées en Europe, ce pessimisme, il n'a pas forcément lieu d'être. Donc attention à ne pas forcément transposer des conceptions états-uniennes sur un modèle japonais qui est peut-être plus proche d'un modèle européen que d'un modèle états-unien. Mais toujours est-il que, pour l'instant, ce féminisme sociologique a enregistré moins de résultats dans la transformation du droit que le féminisme juridique. C'est ce que soutient Takayuki Kira. Alors ensuite, une deuxième contribution philosophique qui est faite par notre collègue Raphaël Terry. Raphaël essaye de classer les différentes approches que peuvent avoir les ordres juridiques par rapport à ces revendications des minorités sexuées, sexuelles et genrées. Raphaël indique ainsi que pour elle, il y a en gros trois types de démarches. Il y a une démarche qui serait, qu'elle qualifie de libérale, une démarche institutionnelle et une démarche naturelle ou naturaliste. Et donc, selon l'approche philosophique dans laquelle vous êtes, vous n'allez pas du tout répondre aux demandes des minorités de la même manière. Dans une approche libérale, qui est par exemple celle qu'on trouve dans l'arrêt Dodgeon, vous vous souvenez l'arrêt de 81 de la Cour européenne des droits de l'homme que je vous citais, dans une démarche libérale, ce qui compte, c'est eh bien, de consacrer et garantir les droits individuels. Le droit, l'ordre juridique, il est là pour consacrer et garantir les droits individuels. Donc, on va accorder aussi aux minorités sexuelles et genrées des droits individuels. Donc, on accueillera plutôt favorablement leurs demandes. Dans une approche davantage institutionnelle, ce qui compte, c'est le bon fonctionnement des institutions. Ne pas gripper les institutions, ne pas perturber des logiques majoritaires. Et cette logique-là, elle conduit plutôt à rejeter les demandes des minorités tant qu'elles ne recueillent pas une certaine adhésion dans l'opinion publique. Donc, par exemple, pour Raphaël Terry,
le fait qu'on ait refusé pendant longtemps de considérer que l'ouverture du mariage soit limitée aux seuls couples hétérosexuels, pour elle, le fait que les juges aient dit il n'y a aucune discrimination vis-à-vis des couples de même sexe, c'est dans une logique institutionnelle. Parce que la majorité des gens, pendant longtemps, n'étaient pas prêts à reconnaître le mariage de même sexe. Donc les juges, quand ils sont saisis de demandes de ces groupes, disent non, c'est pas possible. C'est pas notre rôle, c'est le pouvoir du législateur. Donc vous voyez, on renvoie à d'autres institutions le soin de faire évoluer les choses. C'est la même démarche qu'on peut retrouver dans certaines décisions au Japon, dont il sera question tout à l'heure. Et puis enfin, troisième démarche philosophique qu'elle identifie, c'est la démarche naturaliste, qui consiste à considérer que ce type de problème doit être résolu par une référence à la nature et, par exemple, sur le refus du mariage entre personnes de même sexe. C'est ce type d'argument qu'on peut retrouver en France dans les décisions de juges du fond qui disent non, le mariage, c'est naturellement l'union d'un homme et d'une femme. Ou encore dans les décisions qui vont refuser de reconnaître un sexe neutre en disant que Dieu a créé l'homme et la femme. Point barre. Donc c'est ce type d'argument qu'on peut parfois retrouver dans des décisions de justice ou dans des débats. Donc voilà pour elle une sorte de grille qu'on peut appliquer pour regarder ce qui se passe dans les différents pays, dans leur manière de répondre à ces problématiques des minorités. Ensuite, l'ouvrage rentre un petit peu sur des questions un peu plus juridiques, en distinguant des questions de droit international et des questions de droit interne. Alors, en droit international, on distingue le droit international public, qui régit les relations entre les États, et le droit international privé, qui s'occupe des situations où il y a des gens qui circulent d'un pays à un autre, des gens qui vont faire une GPA en France, et puis, qui vont faire une GPA aux États-Unis, et puis qui reviennent en France, des situations de personnes qui sont des binationales, qui se marient, et on se demande quelle est la loi applicable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit international privé. Alors, sur le droit international public, l'avocat Hirotaka Honda explique dans son texte, qui est en miroir de celui des textes de Victoria Bellamy et de maître Mila Petkova, il explique que le droit japonais a assez peu mobilisé le droit international public, c'est-à-dire les traités internationaux, pour prendre en compte les droits humains des minorités sexuées, sexuelles et genrées. Certes, le Japon comme la France ont tous les deux ratifié nombre de traités protecteurs des droits humains, mais ces traités ont produit beaucoup moins d'effets au Japon qu'en France. Pourquoi? Eh bien, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'en France, il y a une cour européenne qui s'occupe de la supervision. Et donc, si vous ne respectez pas le traité, on va vous taper sur les doigts. Alors que pour le Japon, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Néanmoins, Maître Honda identifie quelques décisions de la Cour suprême du Japon, ou parfois de juges du fond, qui vont mobiliser des arguments de traités internationaux pour faire évoluer le droit japonais sur les conditions du changement des personnes transgenres, du changement de la mention de sexe à l'état civil, ou encore pour reconnaître une discrimination à l'égard des couples de même sexe qui n'auraient pas accès au mariage. Mais à chaque fois, insiste bien Maître Honda, en s'appuyant aussi sur les positions d'un juge important qui s'appelle le juge Shiba, dont je crois que tu vas nous parler tout à l'heure, Tetsushi, Maître Honda insiste bien que ce n'est jamais une application directe. C'est-à-dire, on ne va jamais dire tel article du Code civil japonais est contraire à l'article 4 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Non. C'est toujours au travers de la Constitution japonaise. Donc, vous voyez, les traités internationaux ne sont utilisés au Japon que, en matière de droits humains, ne sont utilisés au Japon que pour éclairer l'interprétation de la Constitution. Dans la Constitution japonaise, il y a des textes très généraux. Le problème, c'est comment on les concrétise, comment on les applique au cas concret. Et pour aider les juges et pour légitimer leurs décisions, ces personnes, ces magistrats, vont s'appuyer sur le droit international. Mais c'est jamais le droit international directement utilisé. Alors qu'en France, vous avez des juges qui vont écarter tel ou tel article de loi en disant « ça, c'est contraire à l'article 8 sur le droit au respect de la vie privée qui est posé dans une convention internationale ». Donc ça fait une différence assez importante du côté du droit japonais par rapport au droit français. Alors si on regarde maintenant du côté du droit international privé, sur les relations entre particuliers, c'est la professeuse Yuko Nishitani, grande spécialiste de droit international privé, qui participe à la rédaction de conventions internationales, notamment sur la gestation pour autrui. La professeuse Nishitani nous explique que quand on regarde les règles de droit international privé japonaises, donc les règles qui expliquent comment le Japon va traiter des personnes étrangères ou des personnes binationales qui viennent chez lui, quelle loi on va appliquer, quel sera le tribunal compétent,
Donc, la professeure Yuko Nishitani nous explique que le Japon sait faire preuve d'ouverture. Elle montre ainsi que depuis 2013, le ministère de la Justice japonais a accepté de reconnaître les mariages conclus à l'étranger par des personnes non japonaises. Donc voilà un couple d'homosexuels qui se marient en France et l'un d'entre eux est recruté par une entreprise japonaise. Son conjoint n'a pas de travail, il aimerait bien venir avec son conjoint. Eh bien, jusqu'à 2013, et cette note du ministère de la Justice, il n'avait pas de possibilité d'avoir un visa pour se rendre au Japon. En 2013, on lui permet de bénéficier d'un visa qui est dit pour activité spéciale. Alors, ce n'est pas un visa pour vie familiale. Donc, vous voyez, la reconnaissance est quand même, on ne dit pas les choses, c'est une reconnaissance limitée, mais c'est très clairement fait dans l'intention de permettre à ces personnes de venir travailler au Japon. Alors, en revanche, si c'est un couple franco-japonais qui se marie à l'étranger, là, la note de 2013 dit non, on ne va pas le reconnaître. Alors, depuis lors, la professeure Yuko Nishitani relève quand même qu'il y a des décisions de justice qui ont dit « Ah ben non, c'est quand même une discrimination de faire cela ». Et elle fait état de visas pour activités spéciales délivrés aussi à des couples binationaux français et japonais. Donc, vous voyez, les choses évoluent aussi au fur et à mesure que les débats au Japon sur la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe évoluent. Mais j'en dis pas plus parce que Tetsushi en parlera tout à l'heure. La professeure Yuko Nishitani s'intéresse également à la manière dont on va reconnaître la filiation établie à l'étranger en expliquant que dans ce cas-là, au Japon, il n'y aura que l'adoption. Du point de vue français, il y a un peu plus d'ouverture puisque dans certains cas, on accepte de reconnaître les enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger en faisant simplement une transcription de la décision étrangère. On l'écrit dans les actes d'état civil français sans avoir à passer par l'adoption. Au Japon, par principe, c'est toujours l'adoption. Alors l'adoption, c'est compliqué, il faut voir un juge, il faut démontrer qu'on s'occupe bien de l'enfant, qu'on a une bonne famille. Donc, ce n'est pas extrêmement simple. Mais quand même, il y a des choses qui sont possibles. On ne refuse pas toute filiation au motif que ça aurait été établi à l'étranger dans des conditions qui seraient contraires au droit japonais. Donc, c'est l'apport de l'article de Yuko Nishitani sur le droit international privé. Si on regarde maintenant vers le droit interne, ici, vous trouverez dans l'ouvrage des contributions qui concernent un groupe d'individus particuliers ou des contributions qui concernent un sujet particulier. Pour le groupe d'individus particuliers, on a voulu mettre l'accent sur les personnes majeures protégées. Est-ce que vous voyez ce que c'est que des personnes majeures protégées? Des personnes qui sont sous tutelle, sous curatelle. Et regardez aussi du même coup comment ça se passait pour les personnes mineures. Est-ce que les personnes mineures peuvent changer la mention du sexe à l'état civil, par exemple? Alors là, il n'y a pas tellement de différence entre le droit français et japonais, c'est intéressant. C'est les mêmes mécanismes, la tutelle, la curatelle, la sauvegarde. Et dans les deux droits, on ne s'occupe pas du tout de la question des LGBT. Les minorités de genre en particulier, où il y a des problèmes spécifiques de changement de la mention du sexe, on n'en parle pas du tout dans les textes. En revanche, pour les enfants, les mineurs, là, on en parle bien. On dit le changement de la mention du sexe, ce n'est pas pour les mineurs. Ça, c'est la même chose en France et au Japon. Simplement, en France, on va pouvoir contourner ça grâce au droit international. Il y a quelques décisions. Au Japon, je n'ai pas connaissance de décisions similaires. Alors, pourquoi cette similitude tout d'un coup entre les deux pays? Parce que dans les années 68, en France, il y a eu une grande réforme du droit des majeurs protégés par un grand prof de droit. Et c'est cette réforme que les Japonais ont repris. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a une si grande proximité sur ce point entre les droits français et japonais. Alors, si on va ensuite vers les sujets particuliers, vers les matières particulières et non plus un groupe d'individus particuliers, on a voulu décomposer le droit français et le droit japonais autour de trois questions: le corps, les identités et ensuite les ressources. Alors, sur la question du corps, on a trois contributions de Yoshie Ito, qui était à l'époque une juge, et de collègues universitaires, juristes et sociologues, François-Xavier Roudémar et Régis Schlagdenhofer. Les trois travaillent sur le corps nu. Vous l'avez sans doute identifié, il y a un certain nombre de différences dans l'approche de la nudité en France et au Japon. D'un côté, la notion d'obscénité et de bonnes mœurs est encore très présente dans l'appréciation de la nudité au Japon. On examine la question des corps nus souvent à l'aune de l'obscénité. De l'autre, le Japon, en revanche, n'a pas tellement utilisé les règles pour lutter contre la nudité. Il ne les a pas utilisées pour pénaliser la communauté des minorités sexuelles et genrées. En France, depuis la Révolution française et la suppression d'un discours très négatif sur les minorités sexuelles et genrées, on a progressivement abandonné cette référence aux bonnes mœurs
à l'obscénité pour avoir un droit en apparence un peu plus libéral. Mais quand même, à partir du régime de Vichy, Régis Lagdenhofen montre bien qu'on a continué à pénaliser les personnes homosexuelles en utilisant les règles sur l'outrage à l'ordre public, l'outrage aux bonnes mœurs. Donc, une appréhension de la nudité en apparence plus favorable en France, mais en fait qui est utilisée avant tout pour lutter contre les minorités sexuées, sexuelles et genrées. Au Japon, ce n'est pas du tout cela. Les règles sur la nudité sont davantage utilisées pour pénaliser des contenus qui seraient de nature érotique ou proche de la pornographie. Donc ça, c'est une différence qui ressort de ces contributions, mais on voit quand même des rapprochements, puisque la culture des onsen n'existe pas en France, mais on voit quand même depuis les années 70-80 un mouvement naturiste qui se développe et des juges qui sont de plus en plus réticentes et réticents à pénaliser des gens pour naturisme. Et en 2021, j'ai moi-même contribué à une évolution du délit d'exhibition sexuelle pour affaiblir la capacité des juges à sanctionner des comportements naturistes et au contraire, renforcer la capacité des juges à punir des personnes qui font de l'exhibition sexuelle. Et à cet égard, le Japon aussi se rapproche du droit français puisqu'on observe ces dernières années toute une série de lois pour mieux lutter contre des mécanismes liés à l'exploitation de la nudité des autres sur Internet, qu'il s'agisse de la lutte contre les images pédopornographiques ou qu'il s'agisse des techniques de sextorsion, d'extorsion d'argent au moyen de diffusion d'images. Donc là, une convergence qu'on peut observer malgré des différences initiales culturelles assez fortes. À côté de ces contributions sur le corps nu, il y en a deux de Jimmy Chariot et Caroline Beyer qui portent sur le corps transformé. Transformé comment? Transformé par les techniques de chirurgie d'affirmation de genre pour les minorités de genre, transformé par les techniques de conformation sexuée pour les minorités sexuées. Ici, je pense aux opérations à la naissance subies par les enfants intersexes. Et enfin, transformé pour les minorités sexuelles par les éventuelles thérapies de conversion sexuelle que peuvent subir les minorités sexuelles. Donc, sur ces trois sujets, la situation de la France et du Japon n'est pas toujours très proche. Alors, il y a une grande différence pour les minorités sexuelles. Le Japon, qui ne semble pas avoir opprimé particulièrement les minorités sexuelles, n'a pas, semble-t-il, connu d'exemples frappants de thérapie de conversion sexuelle, comme on a pu en avoir en France, où l'usage d'électrochocs était tout à fait commun dans les années 70-80. Aujourd'hui, les techniques de conversion ont évolué en France, mais pour se prémunir contre ces techniques, la France a voté en 2022 une loi pour interdire ces différentes techniques. Le Japon, pour l'instant, ne connaît pas de tels textes et selon Jimmy Chariot, il est peu probable qu'un texte similaire au droit français arrive un jour. Du côté des minorités genrées et sexuées, en partie les personnes transgenres et intersexuées, le Japon et la France ont connu la même évolution, c'est-à-dire pendant un moment, une période, je dirais, de contrôle médical très fort de ces différents corps, avec un refus initial d'intervenir sur les personnes transgenres, alors de l'autre côté, à l'inverse, presque une obligation d'intervenir sur les corps des enfants intersexués pour les assigner dans les cases de l'état civil. Et puis, sur les personnes transgenres, progressivement, ces deux droits ont évolué, acceptant que la chirurgie qui avait lieu à l'étranger, parce que ce n'est pas parce qu'on interdit que ça n'a pas lieu, c'est simplement déplacé, au Maroc en l'occurrence, les trans japonais et français allaient au Maroc, semble-t-il, dans la clinique du docteur Buru à Casablanca. Donc, les deux pays, progressivement, vont autoriser la chirurgie, et ensuite, ça va se traduire sur le terrain de l'état civil. En revanche, pour les personnes intersexes, là, il y a toujours un petit décalage. On verra si c'est 20 ans ou 10 ans. Mais pour l'instant, la France a essayé de lutter contre les opérations à la naissance des enfants intersexes. C'était en 2021. Le Japon est encore dans une approche très pathologisante de ces corps-là. Et semble-t-il peut-être parce qu'il n'y a pas non plus une société civile qui s'active beaucoup pour défendre les droits des enfants intersexes. Voilà un petit peu sur la question du corps. Après le corps, l'identité. Alors, ici, on a distingué nos contributions en deux, l'identité personnelle et l'identité familiale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identité personnelle? C'est le droit d'être protégé, quelle que soit son orientation sexuelle, son identité de genre, ses caractéristiques sexuées. Ici, il y a une différence forte entre la France et le Japon qui est bien mise en évidence par Keisuke Abe et Julie Matussi.
c'est que le Japon ne connaît pas pour l'instant une protection générale contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Il y a une protection fragmentée qui conduit à une moindre protection des minorités sexuelles et genrées au Japon, alors qu'en France, il y a une telle protection. Pour autant, les juges japonais ont à plusieurs reprises pu condamner des situations qui leur paraissaient discriminatoires sur le fondement d'un article général qui impose l'égalité. Vous voyez, donc en droit japonais, il y a une égalité qui doit être reconnue sur le sexe. En droit français, il y a aussi l'égalité sur le sexe, mais on a ajouté orientation sexuelle et identité de genre, ce qui permet une protection un peu plus efficace, effective, parce que ça dépend moins de l'interprétation de la notion d'égalité. Donc ça, c'est l'une des contributions des articles de Keisuke Abe et Julie Matussi. Du côté de l'identité familiale, Lisa Oshima et Hugues Fulchiron évoquent ici à la fois la question des liens de couple, mais je laisserai Tetsushi Saito et Isabelle Konuma en parler tout à l'heure, et ils évoquent aussi la situation à l'égard des enfants. Comme l'indique Lisa Oshima, le problème pour les minorités sexuelles et genrées est que le Japon considère encore qu'un enfant mineur doit avoir un père et une mère. Un père et une mère. D'où le refus d'établir la filiation au sein des couples de femmes lesbiennes, mais aussi potentiellement des couples d'hommes dont l'un d'eux serait transgenre. Dans ce cas-là, même si c'est votre propre enfant, imaginez un couple d'hommes dont une personne est transgenre, ils ont procréé naturellement, eh bien, parce que ce sont à l'état civil deux hommes, ils ne pourront pas avoir la filiation reconnue entre eux en droit japonais. Il faudra passer par une adoption pour la deuxième personne ou encore recourir à d'autres techniques. Mais si vous voulez, la question de la filiation est rendue compliquée et, parce qu'il y a cet attachement à une filiation paternelle et maternelle. Alors, est-ce que c'est très différent en France? C'est différent en France du point de vue de l'assistance médicale à la procréation. La France, contrairement au Japon, accepte la PMA entre des couples de femmes. Donc là, c'est une différence forte par rapport au Japon. De même, depuis 2021, on accepte la filiation, qu'elle puisse être reconnue dans les couples de femmes. Il est possible d'avoir deux mères. Mais en dehors de cet exemple-là, la France est au même niveau du Japon pour, en particulier, les couples, les familles transparentales qui comportent des parents transgenres. Il y a la même difficulté à sortir d'un modèle de filiation paternelle et maternelle. Donc là, des points communs qui sont bien mis en évidence par Lisa Oshima et Hugues Fulchiron. Enfin, et j'ai presque fini de présenter cet ouvrage, les ressources. Il y a plusieurs contributions qui traitent de la question des ressources des minorités sexuelles et genrées. Comment font-elles pour vivre? Alors, ces ressources, elles peuvent venir du travail, des prestations sociales qui leur sont dues, qui peuvent leur permettre de payer leurs soins également, mais aussi de la famille, de l'héritage, de la possibilité de vivre en couple et d'avoir des ressources protégées. Alors, pour les ressources qui viennent du travail, Marie Elif et Eric Kazagi traitent respectivement du cas français et japonais. La caractéristique majeure ici du droit japonais, c'est la même ici que pour le droit de l'identité. Pas de protection générale contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Donc à chaque fois, une protection qui va être fragmentée. Cela étant, il est intéressant de remarquer qu'au Japon, il y a beaucoup plus de contentieux sur les droits des personnes trans au travail qu'en France. En particulier, on trouve des arrêts sur l'accès aux toilettes avec des décisions assez anciennes qui confirment que les personnes transgenres qui ont réalisé leur traitement d'affirmation de genre ont le droit d'accéder aux toilettes de leur mention de sexe à l'état civil. Et ça, c'est assez caractéristique à mon avis, de la société japonaise, et on ne retrouve pas ces contentieux-là en France. Donc certes, vous voyez, pas de protection générale, mais quand même, sur le terrain, si vous avez l'argent de faire des procès, vous trouverez des juges qui sont prêts à vous protéger contre les discriminations. Et on a la même chose également pour le droit du licenciement, où des personnes qui vont être licenciées en raison de leur identité de genre vont être protégées par les juges japonais. Si on regarde du côté des droits sociaux, en revanche, la situation est beaucoup moins bonne du côté japonais parce que, comme on refuse de reconnaître les unions entre personnes de même sexe, eh bien, tous les droits, par exemple, liés à l'arrivée d'enfants, les droits liés aux conjoints, au mariage, tous ces droits-là ne vont pas être reconnus par le droit japonais. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que le Japon est une société qui essaye d'attirer des travailleurs étrangers. Donc, en fait, les entreprises japonaises, dans leurs propres règles internes,
qu'on appelle les conventions collectives, vont donner aussi des droits aux familles aux familles arc-en-ciel. Donc, ça permet quand même de contrebalancer cette faible protection. Mais si vous êtes sur une PME, dans une PME japonaise qui n'attire pas les étrangers, bah, il est probable que vous n'aurez pas cette protection et les mêmes droits sociaux. Du côté des traitements, la prise en charge médicale des traitements, les deux pays prennent en charge les traitements et il semblerait même que le Japon soit plus généreux, plus favorable, parce que si on regarde les contentieux, en France, on a beaucoup de contentieux sur la prise en charge, avec des caisses de sécurité sociale qui refusent de prendre en charge. Pourquoi? Parce que depuis 2008, on a dit que la transidentité n'était plus une maladie officiellement, et donc on a remis en cause la manière de rembourser ces soins, ce qui a fragilisé. Et donc, parfois, il y a des caisses primaires d'assurance maladie qui sont un peu conservatrices et qui vont un peu mettre des bâtons dans les roues aux personnes trans. Au Japon, en tout cas, la recherche qu'on a menée n'a pas montré l'existence de semblables difficultés parce qu'on est encore dans un modèle extrêmement pathologique, ce qui fait que, eh bien, on prend en charge le remboursement pour que les personnes trans correspondent pleinement aux stéréotypes. Voilà un petit peu pour les ressources qui sont liées au travail. Et pour les ressources liées au couple, je m'arrête là. Et je cède la parole peut-être à Tetsushi qui pourra en dire un mot. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre attention lors de cette communication peut-être un peu longue. Oui, très bonne idée.